en proposant ces solutions envisageables sur la base des études concrètes qu'on a conduites ou qu'on a réalisées, on passe à l'évaluation des solutions proposées. Donc on propose, on passe d'un monde réel qui est la modélisation des problèmes concrets qui sont face à nous. On passe au monde artificiel, c'est-à-dire la simulation des résultats obtenus. Une fois les résultats obtenus, on passe à la traduction de ces résultats et on revient au monde réel pour traduire, pour appliquer ces résultats et donc c'est le choix des solutions proposées. Et donc, une fois les choix sont sélectionnés, sont choisis, on passe à la mise en œuvre de la solution choisie, c'est-à-dire la mise en œuvre de la procédure choisie afin de réaliser, d'atteindre l'objectif lequel qu'on a planifié par notre planification stratégique. Cette planification stratégique a ses limites, bien sûr. Donc, il a des limites d'application qu'on va voir rapidement en quelques points. Donc, limites de la planification stratégique. Les limites de la planification avec un grand P et grand S. Les limites de la planification stratégique. Cette planification stratégique, d'autant importante, son importance est très élevée pour un tel ou tel développement d'une organisation, d'une entreprise, mais cette planification peut générer des coûts importants liés à la formalisation, c'est-à-dire la formation, à la mise en œuvre de stratégies qu'on a choisies, c'est-à-dire l'établissement du budget. Quel est le budget nécessaire afin de s'en sortir avec une stratégie donnée? Donc l'établissement du budget, le contrôle, c'est-à-dire les étapes, le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie, ça demande des compétences, des capacités techniques et managériales. Donc ce sont des coûts qui seront engendrés à l'entreprise. Donc il faut voir est-ce qu'on a les ressources nécessaires suffisantes pour se pencher de ce processus de planification stratégique. La planification aussi stratégique suppose une certaine stabilité. Parce qu'on ne peut pas planifier dans un environnement moins stable. Vu l'effet qu'a connu le monde depuis 2011, par exemple, dans certains pays, il est difficile de planifier, d'investir au sein de ces pays qui connaissent une instabilité politique, c'est-à-dire les conflits concernant le pouvoir, qui va détenir le pouvoir. Donc, comment dirais-je, ce n'est pas souhaitable de décider de planifier d'investir dans ces pays parce qu'on va essayer d'investir dans un environnement qu'on connaît à l'avance, qui est instable, que peut-être les gouvernements en termes de la fiscalité, en termes de la législation vont connaître de grandes métamorphoses et donc à chaque fois d'autres impôts se mettent en place, etc., pour remplir leur trésorerie. Donc, il est déconseillé d'investir, de planifier d'investir dans ces zones-là. Donc, la planification suppose une certaine stabilité de l'environnement qui va permettre les prévisions, parce que si on prévoit des gains, par exemple, de tel Y pourcentage, mais vu la stabilité politique ou aussi la stabilité économique, peut-être nos prévisions ne seront pas correctes vis-à-vis des changements que connaît l'environnement dont on opère ou on va opérer. Aussi, la planification, en rigidifiant les démarches, c'est-à-dire on rend les démarches très rigides, très solides, freine parfois l'adaptabilité et la flexibilité des entreprises. Donc, cette planification avec des démarches rigides, elle freine l'adaptabilité que l'entreprise peut s'adapter à son environnement et aussi sa flexibilité dans son environnement. Aussi, la planification ne tient pas toujours compte de la culture de l'entreprise, parce que la planification, elle concerne la planification stratégique de long terme de l'entreprise sans prendre en considération sa culture. Et aussi, on a une difficulté de traduire ces choix stratégiques en politique fonctionnelle, c'est-à-dire en politique opérationnelle. Donc voilà quelques limites
de la planification stratégique. De ce point, on va rebondir rapidement, vu si les mythes, etc., à ce qu'on va appeler les stratégies ou la stratégie délibérée et la stratégie émergente. Donc une stratégie, les stratégies ou les stratégies délibérées, on va voir qu'est-ce que ça veut dire délibéré. Délibérée et stratégie et émergente. Donc, délibérée, comme son nom l'indique, on délibère depuis le départ, et émergente qui émerge à un moment donné. Donc ici, deux approches se présentent de la stratégie qui peuvent être distinguées. Donc une stratégie délibérée, avec une stratégie émergente. La stratégie délibérée, quand est-ce qu'on parle de ce type de stratégie? Lorsque l'entreprise ou le dirigeant établit une stratégie et dresse les plans dès le départ. Donc, il met en place les plans de la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, les plans qui guident toute leur action future de cette stratégie, c'est-à-dire la conception, dans le cadre de la conception classique de la stratégie, même si cela est très important pour la formulation de la stratégie à adopter, donc les plans sont amenés à être modifiés. Donc on le délibère, mais les plans sont amenés à être modifiés avec le temps suite aux opportunités et aux menaces du marché ou qui surviennent. Donc, lorsqu'on parle des menaces ou des opportunités, ça veut dire qu'il s'agit de l'environnement externe de l'entreprise, donc, c'est-à-dire face à la réaction du concurrent aussi. Une stratégie émergente qui émerge, donc, dans ce cas, la stratégie prend forme progressivement dans un flux continu d'action. Donc, dans un flux continu d'action, dans certains cas, où certaines de ces actions sont délibérées et planifiées, donc certaines actions elles sont délibérées et d'autres sont émergentes à des événements imprévus auxquels l'entreprise doit faire face ou la firme doit réagir. Donc voilà deux différences, voilà les deux types d'approches de la stratégie délibérée comme le montre le schéma suivant. Donc on a stratégie délibérée, stratégie émergente. C'est-à-dire l'intention stratégique, on est dans un processus, un flux de stratégie, l'intention stratégique, on passe à une stratégie délibérée, puis vers la fin à une stratégie réalisée, c'est-à-dire les objectifs qu'on a fixés, en décidant d'opter, de choisir telle ou telle stratégie, on a atteint les fins, les objectifs, soit que la stratégie est non réalisée suite à des mutations, à des fluctuations dans l'environnement externe, soit suite à une menace qui apparaît ou à une opportunité qui apparaît sur le marché, et on passe à faire émerger une autre stratégie qui devient une stratégie émergente pour aller à continuer le processus stratégique pour aller à l'atteinte, à la réalisation des objectifs. Un autre schéma très simple qui va nous montrer les composantes de la stratégie. Donc la stratégie est composée, dans sa globalité composée, soit d'une stratégie déduite, qu'on déduit à partir d'un flux d'accumulation d'informations, on déduit qu'on va opter ou va choisir la stratégie X ou la stratégie Y, soit une stratégie délibérée, soit une stratégie construite qui s'est construite sur la base d'un cumul d'informations, ou sur une stratégie émergente qui émerge suite à un survenu imprévu qui arrive le long de la mise en œuvre de la stratégie. Source Management Stratégique, 2018, page 26, pour ceux qui vont aller plus loin et comprendre plus davantage ces composantes de la stratégie. Donc, je m'arrête ici. Il nous reste le cinquième point, management stratégique et opérationnel, c'est-à-dire l'articulation, et le dernier point, les écoles, qu'on va voir dans la prochaine séance, Inch'Allah. D'ici là, je vous remercie pour votre aimable attention.